Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le vœu des Camerounais de vivre un véritable dialogue politique national a peu de chances de se concrétiser sur le théâtre de la crise anglophone et pour cause, l'histoire politique post-indépendance du Cameroun illustre à suffisance les réticences des régimes Ahidjo et Biya à respecter les conclusions des dialogues menés sur des questions d'intérêt national entre autoritarisme et verrouillage juridique. Vous suivrez dans ce journal des historiens déchiffrer l'ADN des dialogues politiques menés au fil des crises sociopolitiques dans l'histoire du Cameroun. Un sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale est convoqué le 31 octobre prochain à N'Djamena au Tchad, dans un contexte de crise sécuritaire et économique, une occasion d'évaluer la libre circulation des biens et des personnes et l'intégration économique dans la sous-région Afrique centrale. Et l'incertitude qui plane au Kenya à quelques heures de la reprise de l'élection présidentielle. La commission électorale dit être prête pour l'ouverture des bureaux de vote, mais l'opposant Raila Odinga appelle à un boycott massif. On fait le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces réactions mitigées après la suspension d'une agence de voyage pour une durée de 3 mois en raison de l'implication de ces bus et chauffeurs dans une série noire d'accidents mortels. Certains usagers estiment que des sanctions devaient être plus lourdes au regard du manque de considération à l'égard des voyageurs qui sont victimes de ces nombreux accidents mortels enregistrés sur l'axe Douala-Bafoussam ou encore Douala-Yaoundé. Cependant, d'autres s'inquiètent des conséquences socio-économiques de cette décision du ministre des Transports, laquelle suspend pour une durée de 3 mois une agence de voyage qui a de nombreux employés qui viennent d'être mis en congé technique. Et depuis hier soir, aucun voyage n'a été effectué par cette agence générale Express Voyage. C'est le constat que font nos reporters Julie Nguenyondé, Innocent Abega et Mitterrandam. Ambiance peu ordinaire au siège de l'agence générale Voyage, située au quartier Bépanda, dans l'arrondissement de Douala 5e. Au lendemain de la sortie du ministre des Transports, ordonnant la fermeture de cette agence pendant une période de 3 mois, les réactions sont mitigées. Certains usagers saluent cette décision de l'autorité administrative. J'exagérais sur le transport, ces gens-là. J'aurais voulu qu'on donne 1 an que de donner 3 mois que le ministre a donné. Le ministre n'a qu'à appuyer sur ce qu'ils ont fait pour donner la sanction. S'il se basait sur ce qui s'est passé à Mombo, à Bafoussam, vous voyez, au cours d'un an, en général, tu combien de personnes. C'est vrai que la route aussi a le problème, mais il ne faut pas dire que c'est la route qui est la cause. Parce que c'est normal, la sanction est bien normale. Moi, j'ai beaucoup apprécié la décision du ministre parce que, en général, vraiment, à l'état de 3 mois, ils ont tué beaucoup de personnes. D'autres, par contre, trouvent la sanction trop lourde et demandent au ministre des Transports de revoir la peine en soutenant que ce sont de nombreux pères de famille qui vont se retrouver au chômage. Je demande à son excellence, monsieur le ministre des Transports, de surseoir à ces décisions, ou bien au plus de réduire le nombre de sanctions. On peut donner 3 semaines peut-être, parce que c'est quand même une agence qui a plus de 150 bus. Il y a les foyers qui vivent grâce à ça. Il y a les gens qui vivent grâce à ça. L'accident d'un bus de l'agence générale Voyage, survenu lundi, faisant une dizaine de morts, remet au goût du jour la question de l'imprudence des chauffeurs sur nos axes routiers, mais aussi le mauvais état des routes. C'est un spectacle hideux auquel assistent les populations résidentes à Bafoussam. La place des fêtes est dans un état de délabrement avancé. Pourtant, c'est le lieu où se célèbre l'unité nationale. Mais l'entretien de ces infrastructures routières est loin d'être effectué à la hauteur des attentes. C'est le constat que font Dallas Kana et Jean-Paul Fugnat dans ce reportage. Rituel du 14 juillet de chaque année, le peuple français
célèbre sa fête nationale sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue de Paris. 20 mai au boulevard de l'Unité, les habitants de la capitale Yaoundé, en communion avec le président Paul Biya, autour de la fête nationale, sur une place des fêtes parée de ses plus belles couleurs. À Yaoundé, le grand soin et la netteté des lieux traduisent le symbole fort et l'importance dédiée à cet événement. Mais le démembrement de cette cérémonie d'envergure nationale dans des villes comme Bafoussam se déroule sur une place des fêtes délabrée. Je suis choqué par rapport à ce que je vois à Bafoussam. Parce que vraiment la place des fêtes là ne ressemble en rien. On ne peut pas avoir de satisfaction en défilant sur une route comme celle-là, comme celle que vous voyez là. Par ces moments de caprice du ciel, ce n'est pas du tout le beau temps après la pluie à la place des fêtes de Bafoussam. Face à la dégradation de la chaussée à cet endroit, l'espace du défilé s'est réduit, empêchant de grandes parades civiles et militaires d'aller jusqu'en bout de piste. Nous sommes les citoyens, il faut qu'on cherche à remédier nos problèmes, au moins le boulevard devant nous ici là. Au-delà des fêtes nationales célébrées ici, des usagers de la route y ont parfois laissé des plumes dans des manœuvres pour esquiver marre d'eau au creux de ces nids de poules parfois insondables. Je suis tombé avec mon passager et le passager s'est levé et dit que ouais, ça entre nous, vraiment, partons seulement. Même je pensais qu'il pouvait encore me dire que donne-moi l'argent du savon pour qu'il lave mon habit parce qu'il était en blanc quand même. Certes, pas du tout pimpant comme les Champs-Élysées le 14 juin à Paris ou encore le boulevard de l'Unité le 20 mai à Yaoundé. La place des fêtes de Bafoussam, bien qu'elle entame l'ardeur et la ferveur des défilants, garde cependant tout le symbole et l'importance des fêtes nationales célébrées ici, tout comme d'autres cérémonies publiques se déroulant en grande pompe sur ces nids de poules gorgés d'eau. L'urbanisation galopante provoque l'anarchie, l'occupation anarchique et illégale des zones marécageuses situées à Yaoundé. Dans le 6e arrondissement, la municipalité a entrepris des contrôles réguliers pour réduire le nombre d'accidents et de catastrophes dans les zones à risque. Cependant, cette stratégie s'avère peu efficace sans une réponse globale à la problématique du logement décent dans les centres urbains au Cameroun. Élisée Bogba et Marcelin Gansop. L'occupation anarchique des marécages et autres zones à risque est certes le fait de l'ignorance de la loi, de la naïveté des populations et du mauvais jeu des autochtones. Mais elle est aussi la conséquence du laxisme et de l'inertie des pouvoirs publics, qui laissent faire, parfois pendant de nombreuses années, pour ensuite surgir en brandissant la menace des déguerpissements forcés. Que la plupart des zones marécageuses de Yaoundé 6 soient autant colonisées, telle que la mission de sensibilisation a pu le constater, donne une idée du travail de prévention qu'il y a à faire en amont pour mettre les populations sur le droit chemin. C'est un travail qui aurait dû être fait et je pense qu'il vaut mieux tard que jamais. C'est pour ça que nous sommes descendus sur le terrain, toucher du doigt les réalités que nous avons tous vues ensemble. Et je pense que nous apporterons les solutions pour prévenir éventuellement d'autres catastrophes. Ainsi, l'exécutif municipal annonce la réactivation de la brigade de contrôle, dont le rôle sera de multiplier les descentes sur le terrain, munis de la double arme de la sensibilisation et de la répression au cas où. Comme vous l'avez constaté, les gens ne font que venir occuper ces espaces. Donc, nous, on voudrait bien sensibiliser les gens à comprendre qu'ils ne doivent pas être là. Pour ceux qui éventuellement pensent qu'ils pourraient venir s'installer, l'opération prendra le temps qu'elle prendra pour que nous atteignions en fait l'objectif que nous nous sommes fixés à l'année d'arriver au risque zéro. Cette mission de veille est d'autant plus importante que la commune de Yaoundé 6 ne dispose presque pas de réserves foncières, alors même que les projets sociaux ne manquent pas et ont besoin de terre pour leur implantation. Nous n'avons pas 100 mètres carrés de réserve foncière. Pourtant, nous recevons, nous sommes bénis des dieux par l'administration qui nous octroie et des lycées, et des CETIC, et des CS, et des hôpitaux. Nous n'avons aucun endroit pour pouvoir construire. Ce qui est valable pour l'arrondissement de Yaoundé 6 l'est également pour les 6 autres que compte le département du Fundi. Sans dédouaner les occupants illégaux, il serait judicieux pour les autorités publiques de jouer la carte de l'anticipation afin de préserver les marécages et autres zones à risque de l'occupation sauvage qui est combattue aujourd'hui avec les conséquences sociales que l'on sait. L'État s'appuyant sur le fait que nul n'est censé ignorer la loi et ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude.
Au-delà de cette urbanisation galopante, il y a l'équation des litiges fonciers vécus dans le 3e arrondissement de Douala. Le sous-préfet a sommé les chefs traditionnels de mettre fin à la vente d'une parcelle de terrain à plusieurs acquéreurs. C'était lors d'une rencontre qui s'est déroulée entre PK17 et PK21. Des précisions avec Le Douponnet et Étienne Pascal Azégué. Les populations de PK17 à PK27 ont communié avec la nouvelle autorité administrative de l'arrondissement de Douala 3e. Elle, qui est allée au contact de ses administrés 4 mois après sa prise de commandement. Nouo Bello a, pendant cette tournée de prise de contact, échangé de vive voix avec ces populations, des échanges qui étaient axés sur le vivre ensemble, l'insécurité, l'insalubrité et surtout les litiges fonciers qui se posent avec acuité au village Ngoma qui s'étend de PK17 à PK27. Ngoma, c'est le vieux des litiges fonciers. C'est le vieux de la rébellion. Et j'ai dit cela doit cesser. Nous sommes dans un état de droit. Et lorsqu'on vend un terrain, on le vend à une seule personne. On ne va pas le vendre à 2-3 personnes. Une fois que l'argent est fini, parce que ce qui se passe souvent, on vend le terrain, après on va s'installer en ville, on fait la grande ville. Une fois que l'argent est fini, on rentre au village. Maintenant, on cherche après un autre acheteur, on revend le même terrain, on va faire la même. L'autre sujet qui est assez préoccupant dans cette zone rurale de l'arrondissement de Douala 3e est la pratique de sorcellerie. Le sous-préfet de Douala 3e a pris l'engagement de mener une vie dure à tous les sorciers qui nuisent à l'épanouissement des populations. La sorcellerie, c'est un phénomène qui retarde le développement. C'est des actes qui sont nuisibles à la société. Donc je voudrais ici inviter les sorciers à laisser ce travail. Et je suis accompagné du commissaire que vous voyez, du commissaire de garde dessous. Et ils vont s'occuper de tous les grands sorciers. Je vais leur donner comme mission, lorsque ceux-là veulent nuire le développement, ils s'occupent d'eux. Le village Ngoma, qui est limitrophe au département d'Unkam, a mal à ses infrastructures routières. Les populations de PK17 à PK27 ont néanmoins pris la résolution d'accompagner l'autorité administrative dans sa tâche, notamment dans la lutte contre le grand banditisme et la vente illicite des terrains. Comment concilier l'activité économique et l'équité sociale? Des entreprises de l'économie sociale éprouvent de sérieuses difficultés à faire du profit tout en réduisant cette mondialisation inégalitaire. Elles ont interpellé les pouvoirs publics sur l'enjeu de l'adoption d'un cadre réglementaire visant à mettre sur pied un cadre juridique pour promouvoir l'économie sociale au Cameroun. Les entrepreneurs ont d'ailleurs exposé leur savoir-faire lors des 3e journées nationales de promotion de l'économie sociale. Reportage Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Au palais des congrès de Yaoundé, des acteurs de l'économie sociale donnent à voir et à apprécier. Ils viennent de toutes les régions du Cameroun et ont plus d'un tour dans leur sac. Nous sommes une société coopérative de production de lait et ses dérivés. Nous avons amené le yaourt qui est fait, qu'on appelle le kindirmou, donc autrement dit le kosam, mais qui est fait à la base du lait naturel. Et aussi le fromage. Beaucoup de gens ne savent pas que les Camerounais fabriquent aussi le fromage, aussi bien que le fromage européen. Nous avons aussi le beurre, qui est meilleur que ce que nous consommons dans les surfaces. C'est à base de palmis que j'extrais l'huile et j'arrive à le sortir maintenant embouteillé comme ça. Et ça sort aussi le couteau de palmis, avec lequel on nourrit les porcs, les poussins et d'autres bétails. Et on a aussi du savon qui est à base d'huile de palmis. Naturellement, savon 100% palmis. Vous utilisez ça? Oui, on utilise ça, c'est ce que j'utilise. Et ce n'est pas tout. D'autres merveilles s'exposent avec une invite à faire confiance aux produits locaux. Nous sommes un groupe de femmes dynamiques engagées dans la culture de gingembre et du curcuma. Aujourd'hui, nous sommes à 150 hectares de curcuma et de gingembre parce que ça a des effets thérapeutiques très élevés. C'est un anti-inflammatoire aussi puissant. Pour soigner l'arthrose, vous avez besoin de ce produit. Rien que du curcuma associé au miel. La vitalité de l'économie sociale s'expose à la faveur des 3e journées nationales, dont le thème porte sur l'économie sociale.
un instrument de développement local au service des collectivités territoriales décentralisées. Occasion pour les acteurs de ce secteur d'exprimer leur doléance. Je suis uniquement basé à Loum et je fais dans la culture des fruits bio, sans engrais. Je me bats avec mes propres moyens. Mais si nous sommes arrivés ici, vu ce que nous sommes en train de faire, le gouvernement sera obligé de nous accompagner. Peut-être ça, c'est notre souhait. Parce qu'en nous accompagnant, ça nous permettra aussi de réduire le chômage, puisque moi, je travaille avec beaucoup de diplômés. Avoir peut-être une machine industrielle qui est encore plus performante que ce que je suis en train de faire. Parce que pour l'instant, ce que j'ai, c'est une machine artisanale. Donc, qui ne me permet pas vraiment de travailler comme je veux. Le défi majeur aujourd'hui est celui de la capitalisation des atouts de l'économie sociale. Celle-ci passe par une bonne fondation juridique. L'économie sociale est en cours de construction au Cameroun. Le cadre réglementaire, on l'appelle de tous nos voeux. Nous plaidons pour qu'on ait une loi sur l'économie sociale et solidaire au Cameroun. Une loi qu'on a quand même élaborée depuis 2010. On ne sait pas ce qui coince. Le gouvernement promet que ce pas sera bientôt franchi pour un envol définitif de l'économie sociale, afin qu'elle joue son rôle de catalyseur du développement. Et le ministre de l'Artisanat, des petites et moyennes entreprises rassure que l'adoption de la loi sur l'économie sociale est imminente, mais aucun calendrier clair n'a été indiqué à ce sujet. Le professeur Laurent-Serge Etoudingwa conseille aux différents acteurs de cette économie sociale de mutualiser leurs compétences en créant des coopératives pour renforcer leur productivité et contribuer à la réduction du chômage au Cameroun. Je vous propose d'écouter le ministre des petites et moyennes entreprises au Cameroun. L'économie sociale dans notre pays a été pour nous un concept innovant depuis 2004, où le chef de l'État a décidé de créer un département qui s'en occupe à travers divers forats. Et aujourd'hui, les journées de l'économie sociale de notre pays, l'appropriation de ce concept a été faite. Ensuite, on est passé à l'organisation de ces activités. Cette organisation est pratiquement achevée. Aujourd'hui, nous nous attendons à une législation et à une réglementation conséquente. Je peux dire que ce n'est qu'un problème de jour. Nous aurons cette législation et cette réglementation. Ce qui est bon à savoir est que l'économie sociale n'invente pas les activités économiques du pays. Ce sont des activités classiques, agriculture, élevage, industrie, artisanat et bien d'autres, qui sont menées grâce à une volonté de regroupement des acteurs sous diverses formes juridiques d'association et globalement avec pour avantage de produire massivement des richesses, de les produire rapidement et de donner de plus en plus une offre d'emploi évidente. Les choses avancent au niveau du gouvernement et les acteurs qui sont de plus en plus nombreux sont là parce qu'ils sont aujourd'hui encadrés et fondent beaucoup d'espoir à cet encadrement. Paul Biya est attendu au sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale, prévu le 31 octobre prochain à N'Djamena, au Tchad. Le président de la République du Cameroun a reçu ce mercredi en audience un émissaire de son homologue Idriss Déby Itno, président en exercice de la CEMAC. Le chef de l'État tchadien convoque ses pairs dans un contexte de crise économique et sécuritaire dans la sous-région Afrique centrale. Et précisément, où en est-on avec la libre circulation des biens des personnes, cette fameuse intégration sous-régionale économique? Élément de réponse dans ce reportage de Carlos Minoué et Kate Diarra. C'est depuis juin 2005, avec l'acte additionnel du 25 juin 2005, que la libre circulation est préconisée au sein de la zone CEMAC. 8 ans plus tard, le 25 juin 2013, la conférence des chefs d'État de la CEMAC décide de la suppression des visas pour tout ressortissant de la sous-région et fixe au 1er janvier 2014 la prise d'effet de la libre circulation des personnes en zone CEMAC. En dépit de toutes ces dispositions prises sur du papier, cette libre circulation, porteuse de nombreux avantages, tarde à rentrer en vigueur dans la sous-région.
La libre circulation dont on parle, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que, en fait, les 6 pays de notre sous-région doivent pratiquer une espèce d'interpénétration. Ça veut dire que les citoyens du Gabon, du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine, de la Guinée équatoriale, du Cameroun et du Tchad peuvent circuler librement dans cette zone économique et monétaire. Des 6 pays que compte la sous-région, il y a surtout le Cameroun, qui sur la base d'un principe de réciprocité, facilite déjà la circulation des ressortissants des pays tels que le Tchad, le Congo et la République centrafricaine. Une ouverture que les autres pays ne voient pas d'un très bon œil, cas de la Guinée équatoriale. En fait, c'est d'abord des intérêts économiques qui justifient ces réticences. La CEMAC, c'est d'abord une zone économique et monétaire, où chaque pays a d'abord ses intérêts économiques à préserver. Et vous savez, avec le pétrole qui a enrichi certains de ces États, comme la Guinée équatoriale par exemple... De développer de nouvelles stratégies et techniques sécuritaires, afin d'empêcher la grande envolée du terrorisme dans leurs différents pays. Un commissaire de police a été limogé ce mercredi de son poste. Il s'agit de Luc Sylvain Nyalanké, qui n'est plus à la tête du commissariat de sécurité publique du 14e arrondissement de la ville de Yaoundé. C'est une décision du président de la République du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement peine à supporter les critiques des organisations internationales sur la gestion de la crise anglophone, au lieu d'apporter des contre-arguments au rapport accablant de International Crisis Group. Le gouvernement vient d'interdire de séjour cette organisation internationale au Cameroun. C'est la réponse de Issa Chiroma Bakari, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication. Il était face à la presse à Yaoundé. Compte rendu, Ike Cyril. À la suite du dernier rapport de International Crisis Group qui dénonce la gestion faite par les pouvoirs publics de la crise anglophone au Cameroun, le gouvernement réagit en affirmant que l'ONG internationale a basé ses propos sur des faits imaginaires. International Crisis Group s'est livré à un véritable réquisitoire à charge, composé des faits et d'accusations sans aucun fondement, sans le moindre rapport avec la réalité, pour tout dire, de purs ragots en lieu et place d'un rapport objectif basé sur une observation et une analyse contradictoire sur la situation. Tirant les choses au clair, le gouvernement balaie du revers de la main ce qu'il considère comme un rapport à charge de International Crisis Group. Le gouvernement refuse par conséquent l'entièreté des cas d'allégations et rejette totalement autant le rapport d'International Crisis Group du 2 août 2017 que celui publié le 19 octobre dernier. Il en est de International Crisis Group, comme des autres organisations internationales, dont les rapports, selon le gouvernement, servent les intérêts d'officines tapis dans l'ombre et qui travaillent à déstabiliser le Cameroun. Nous avons affaire à une coalition ennemie, liguée contre notre pays, et dont la question anglophone, après Boko Haram, n'est qu'un prétexte commode. Mais cette coalition, dont le réseau des ONG, Amnesty International, International Crisis Group, the Human Rights Watch, the Committee to Protect Journalists, du REDAC, le réseau des droits de l'homme en Afrique centrale, ou encore de Reporters sans frontières, pour ne citer que celle-là, n'est que la face visible de l'île. En l'espace de 2 mois, l'ONG International Crisis Group a commis 2 rapports qui épinglent le gouvernement camerounais dans sa gestion de la crise anglophone. Rapports balayés du revers de la main par les pouvoirs publics qui crient à l'acharnement. Alors que des voix s'élèvent pour exiger la mise en place d'un véritable dialogue politique national pour résoudre la crise anglophone, l'histoire post-indépendance du Cameroun illustre à suffisance les réticences des régimes Ahidjo et Biya à respecter les conclusions des différents dialogues menés sur des questions d'intérêt national. Entre autoritarisme et verrouillage juridique, des historiens ont déchiffré l'ADN des dialogues politiques menés au fil des crises au Cameroun.
Reportage Bizogo. Une plongée dans l'histoire du dialogue politique au Cameroun fait voir d'emblée une première époque, celle des années 60, caractérisée par un contexte politique troublé et peu ouvert. Le Cameroun accède à l'indépendance dans un environnement chaotique. Un environnement où le président Amadou Ahidjo, qui avait été propulsé à la tête de l'État par la France, n'était pas accepté par la majorité des Camerounais. Pour tenir son pouvoir, pour avoir une assise politique, il était obligé d'adopter l'autoritarisme. Dans cet environnement, on a débouché sur ce qu'on a appelé le parti unique. Et qui dit parti unique, dit pensée unique. Et dans la pensée unique, on ne pouvait pas parler de dialogue. On était donc dans un environnement où on mettait tout le monde en rang et il fallait avancer selon le bon vouloir du gouvernement. Dans la foulée intervient l'ouverture amorcée en 1982 sous Paul Biya, laquelle s'est concrétisée par la Constitution de 1996. Une période qui pourrait encore être bonifiée. En 1982, on va observer une détente à la tête de l'État du Cameroun. Et cette détente a été renforcée par les lois de décembre 1990 qui ont libéralisé la pensée. Le véritable dialogue, le tout premier, c'est le dialogue de 1991 qu'on a appelé rencontre tripartite, qui a regroupé opposition au pouvoir central et société civile. Et c'est à partir de ce dialogue que nous avons eu la Constitution de 1996, qui a été appliquée partiellement, mais je crois que si elle est appliquée totalement, le Cameroun pourra retrouver son compte et pourra régler certaines tensions internes. D'un autre côté, si l'on a pu considérer la conférence de Fumban qui a conduit à la réunification du Cameroun comme un modèle, elle reste en réalité une construction déséquilibrée. La conférence de Fumban était l'implémentation d'une recommandation qui avait été donnée par l'Organisation des Nations Unies. Le Southern Cameroun et le Cameroun oriental allaient se remettre ensemble. Maintenant, il fallait mettre sur pied les règles du jeu. C'est dans ce contexte qu'on se retrouve à Fumban. Et vous voyez que à Fumban, il y a un déséquilibre. Nous avons d'un côté l'État de le Cameroun oriental qui est un État, et de l'autre côté, un groupe qui n'est pas un État. Il y a donc eu une entente, nous avons évolué. La certitude paraît donc établie que le dialogue politique est une donnée qui reste en construction au Cameroun. Dans l'escale internationale, la situation est très incertaine, étendue à quelques heures de la reprise de l'élection présidentielle au Kenya. Malgré les appels à un report du scrutin, le chef de la commission électorale kenyane a confirmé dans un communiqué publié ce mercredi que le scrutin pour élire le nouveau président aura bel et bien lieu demain, jeudi 26 octobre au Kenya. Il a aussi tenu à mentionner que sa commission a reçu des garanties des autorités kenyanes que la sécurité des électeurs serait garantie et assurée. Dans la foulée, l'opposant historique Raila Odinga a donné des consignes à ses électeurs de boycotter cette reprise des élections prévues demain lors d'un meeting qui s'est tenu ce jour à Nairobi. Cela pourrait permettre d'éviter des affrontements entre militants de l'opposition et ceux de Kenyatta Uhuru, le président sortant. Ce dernier, dont la première victoire a été annulée, est certain de succéder à lui-même. Son unique challenger, Raila Odinga, a décidé de se retirer pour dénoncer les mauvaises conditions d'organisation de cette reprise du scrutin présidentiel au Kenya. Un public reportage dans ce journal, les collaborateurs de Bolloré Transport et Logistique Cameroun, Avas Africa Cameroun et Sokopao ont offert un forage d'eau potable aux populations de la ville d'Ezeka, forage construit dans l'enceinte de l'hôpital de district de cette localité. Reportage. La cérémonie d'inauguration des ouvrages d'un coût total de 13 millions de francs CFA a eu lieu à l'hôpital de district d'Ezeka dans le département du Nyong-Ekele, région du centre Cameroun, en présence du préfet, du sous-préfet, du maire, des notabilités traditionnelles et du directeur de l'hôpital de district d'Ezeka.
Les employés de Bolloré Transport et Logistique Cameroun, Avas Africa Cameroun et Sokopao sont allés apporter du sourire aux populations d'EZK et commémorer à leur manière l'an 1 de l'accident ferroviaire qui avait causé la mort de 79 personnes et de nombreux blessés. Ce don d'un forage d'eau potable à l'intérieur de l'hôpital de district baptisé Ndap Malep, couplé à une borne fontaine à l'extérieur baptisée Homa Malep, sont le fruit de l'élan de solidarité, de paix et de partage des collaborateurs du groupe Bolloré au Cameroun. Il vient répondre aux besoins d'amélioration du quotidien des malades, de l'infrastructure hospitalière et des populations de la ville dans l'ensemble. 18 000 habitants au total qui manquent d'accès aux commodités de première nécessité, notamment de l'eau potable. Le forage, dont la pompe est de marque italienne Interdab, a une profondeur de 500 mètres avec un débit de 3 mètres cubes d'eau par heure. La distribution se fait par connexion directe au réseau CDE et par 2 robinets de puisage à l'extérieur. Ce don a été accompagné d'une remise du matériel d'entretien et de nettoyage aux responsables de l'infrastructure hospitalière. Les malades, quant à eux, ont reçu des mains des collaborateurs de Bolloré au Cameroun des paquets de produits de première nécessité, du sucre, du lait, du savon, entre autres. Ces actions sociales rentrent dans le cadre des activités de développement durable du groupe Bolloré au Cameroun. Elles participent à la manifestation de l'élan de solidarité et de l'appui au développement socio-économique des communautés. La construction d'un forage se justifie amplement par la place symbolique qu'occupe l'eau dans la vie de tout être humain, mais aussi dans les traditions africaines. C'est bien l'eau qui non seulement illustre la puissance symbolique de la vie, l'eau, la source de vie, le moyen de purification, de régénération, mais aussi le symbole de partage et de solidarité. Notre souhait le plus ardent est que ces ouvrages, afin de renforcer le tissu social, tout en gardant l'accès aux soins de santé, un axe fondamental de la politique gouvernementale dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration de la vie des populations. Par ce don, les collaborateurs de Bolloré Transport Logistique Cameroun, Sokopao Cameroun et Avas Cameroun espèrent ainsi contribuer modestement à améliorer le quotidien des malades de l'hôpital et celui des populations riveraines. Ces ouvrages représentent une véritable bouffée d'oxygène pour les responsables de l'hôpital de district d'EZK. Cet hôpital avait des problèmes avant la catastrophe, notamment des problèmes d'eau. Ça faisait que l'hygiène et la salubrité étaient vraiment pas respectées. Je dirais au Bolloré qu'ils ont accepté de nous soutenir, ils ont accepté de se soutenir avec nous. Nous aimerions qu'ils reviennent ici, inaugurer autre chose, offrir autre chose pour que cet hôpital soit vraiment à l'image de tout ce qu'eux ils présentent dans le monde. Bolloré Transport et Logistique est présent dans 102 pays avec 36 000 collaborateurs. Il est organisé autour de 4 métiers et a pour ambition d'entrer d'ici 2025 dans le top de la logistique mondiale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision, l'un des rendez-vous ce soir. Rendez-vous politique très attendu. C'est l'émission 237 Le Débat, présentée par Duval Fangwa. Émission à suivre autour de 21 h sur Equinox Télévision. Bonne soirée sous cette même antenne.